Bonjour et bienvenue dans l'épisode 5 de Zéro Dark Thierry, le podcast percutant de la gauche qui n'aime pas les gens. Confronté à la nécessité de trouver un sujet pour cette émission, nous nous sommes retrouvés un peu dépourvus. Car après le podcast précédent, où nous tentions d'aller au fond des choses des États-Unis, on ne se sentait pas trop de faire du contenu aussi dense. Donc, Florent est venu avec une suggestion, faire une anti-liste culturelle. On fait comme une liste de recommandations. Oui, c'est ta faute. Une liste de recommandations des choses, films, livres qu'on a aimés, sauf qu'on fait une liste de non-recommandations des livres, films qu'on a détestés. On voit déjà l'idée qu'elle est marrante et, certes, de prime abord, je fus séduit. Car si vous vous souvenez de l'épisode 3, où nous vous parlons de la Schadenfreude. La Schadenfreude, cette joie méchante et ricanante, force nous est de l'admettre, la Schadenfreude, on adore ça. Oh mon Dieu, oui. Un jour sans Schadenfreude, c'est un peu comme un jour sans pain ou un jour sans pluie en Bretagne, il manque quelque chose. À titre personnel, si la Schadenfreude pouvait s'injecter, je ferais plusieurs overdoses par jour. Nous sommes dans la Schadenfreude comme des petits piranhas dans une rivière d'Amazonie, complètement dans notre élément nourricier. Alors un peu trop bien d'ailleurs, tellement trop bien que dans un contexte tellement incertain et anxiogène, le sarcasme peut être, comme disait Nietzsche, de la morale, un onguent qui calme la douleur mais approfondit la blessure parce que Zéro Dark Thierry, on a aussi des lettres. Ainsi, nous proposons une émission en 2 parties. D'abord ce qu'on a détesté, ce qu'on ne vous recommande pas, et puis ce qu'on a aimé, ce qu'on vous recommande chaudement. Merveille des merveilles, réconciliation des opposés par le haut et dépassement des contraires par la dynamique de la dialectique. On retombe sur nos pieds matérialistes. Avec moi aujourd'hui Florent. Bonjour. Philippe. Salut. Et Gwen, mais uniquement à la technique parce que Gwen veut nous faire croire qu'il n'a pas eu le temps d'écrire sa chronique, alors que nous savons tous qu'il passe ses soirées dans les catacombes parisiennes au sein de la diaspora bretonne à sniffer du chouchen. Dis bonjour Gwen. Bâtard. Dis bonjour Gwen. Bonjour. Et je commencerai donc mon j'ai aimé par le livre que j'ai le plus détesté l'année écoulée, qui c'est Fragilité blanche de Robin DiAngelo, mais je l'ai détesté parce que je suis raciste. C'est ce que dit le livre, en tout cas, je t'explique. Vous êtes raciste parce que vous êtes blanc. Ah bon. Et si vous n'êtes pas d'accord avec le fait incontestable que vous êtes raciste, c'est la preuve que vous êtes raciste. Et en 246 pages, qui peuvent se résumer en 4 lignes, c'est toute la matière de ce livre, une démonstration du caractère profondément et indéracinablement raciste du blanc qui est raciste. Et si vous haussez le sourcil face à la puissance de cette incontestable affirmation, c'est la preuve irréfutable. C'est Robin DiAngelo qui le dit, que vous manifestez de la fragilité blanche et que donc vous êtes raciste. Mais du coup, est-ce que vous me suivez? Du coup, si ce n'est toi, c'est qui? C'est... je ne sais pas, c'est pas précisé. C'est trop compliqué cette histoire. Non, c'est surtout que parmi, il y a une longue liste de choses qui prouvent que vous êtes en proie à la fragilité blanche, il y a argumenté. Ah. D'accord. Et du coup, si j'ai bien compris... En fait, dans le jeu de rôle, il y a ta gueule, c'est magique, là, c'est ta gueule, t'es raciste. C'est ça. Ouais. Et donc, en fait, si j'ai bien compris, comme l'autrice, elle est moins raciste, elle argumente pas, c'est ça? Alors, si, elle l'est. Ah, donc elle argumente. Donc, oui. Mais c'est la preuve aussi qu'elle est raciste. Oula. Parce que tout est un raisonnement circulatoire parfait. Voyez-vous. C'est presque aussi beau que la psychanalyse. C'est racisteception, en fait. C'est racisteception. Et elle sait de quoi elle parle, parce qu'elle est spécialiste du racisme, puisque formatrice en diversité, et a donc étudié à fond la question. Et elle en vit. Et elle en vit. Elle en vit très bien. C'est quelqu'un qui vit du racisme, qui nous dit que tout le monde l'est et qu'on ne peut que l'être. C'est pas encore plus raciste, du coup? Quelque part, de vivre du racisme alors que soi-même on est blanc? Mais je pense que là, on entre dans des trucs de méta-racisme-ception qui peut-être commencent à nous dépasser un petit peu. Ouais, Parce que du coup, elle a réfléchi, pas comme toi, Salbaptou, et elle va t'expliquer la vie sur 246 pages indigentes, remplies de vides intellectuels, de comparaisons foireuses et d'exemples biaisés. Heureusement, pour remplir ce vide, il y a l'ego de Robin DiAngelo qui parle d'elle à chaque page, et qui est très conscient d'être raciste, et heureusement qu'elle va te l'expliquer pour que tu te sentes coupable, pour que tu achètes son livre.
tu ne seras pas moins raciste, c'est impossible, tu es blanc, mais au point tu seras conscient d'être irrécupérable. Parfois, j'ai un espèce de rêve où je me dis qu'un jour, on va découvrir que tout ça est une grande performance d'art contemporain. Non, mais la tentation de se dire que c'est une forme de néo-situationnisme et d'art conceptuel avant-gardiste, j'ai déjà réfléchi, et malheureusement, ces gens sont beaucoup trop sérieux pour... Non, malheureusement. Ils sont même très très sérieux parce que tout le bouquin est littéralement comme ça. C'est pas seulement le plus mauvais livre que j'ai lu l'année passée, c'est un des plus mauvais et indigents livres que j'ai lu tout court. C'est l'autrice combine à merveille... parfaitement, enfin une parfaite inculture politique, amour fou de sa petite personne, en parlant d'elle à chaque page, et le fond politique, ça se résume par « il est donc impossible aux Blancs d'arrêter d'être racistes », et partant on se demande à quoi ça sert de lutter contre le racisme, si on ne peut pas. Ouais, oui, du coup, parce qu'elle propose quoi, en fait, pour en sortir de ça ? Des formations. Formations à $165 par personne pour 3 heures. Ces interventions en entreprise vous seront facturées $20,000 les 4 heures. Mais s'il n'y a pas de solution au racisme, on n'a pas besoin d'elle. La boucle est bouclée. Pourquoi elle écrit un livre même ? Enfin, je veux dire, si on est raciste, puis voilà. Pour reconvaincre. Alors, si vous exprimez ces questions, c'est que vous êtes atteint de fragilité blanche. Ah, d'accord. Oui, repensez au début. C'est effectivement comme la psychanalyse. Si t'as des doutes sur la psychanalyse, c'est effectivement la preuve que tu refoules un truc, je sais plus quoi. En philo, on nous avait cité le truc de Freud sur les défauts d'argumentation en parlant ils appelaient ça la pétition de principe. Si t'es pas d'accord, c'est que le truc a raison, en gros. Et le truc s'auto-justifie. Mais comment tu peux... Enfin, si, je sais comment tu peux faire des livres entiers sur ce principe-là, puisque c'est pas très compliqué. Mais la preuve... Mais sérieux ? Enfin, je veux dire, il y a plein de trucs intéressants à dire sur le racisme. Pourquoi en faire des pages sans intérêt ? La question, c'est pas comment quelqu'un écrit ça. Je veux dire, des gens qui écrivent 200, 300 pages de conneries, ça va, ça manque pas. Il y a le comité invisible. Mais là, c'est comment c'est édité. Le comité invisible aussi, c'est édité, remarque. Oui. C'est non seulement c'est édité, mais c'est que ça se vend et que ce truc est recommandé. Alors, j'ai pas trop fouillé, mais c'est recommandé par Apple, Google, par les cadres, et qu'il faut le lire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut imaginer des séminaires d'entreprises, Google, Apple, GAFA, etc., qui sont assis en rond en train de consulter Fragilité Blanche de Romini Angelo et en train de se dire « Ah ouais, je suis raciste. » Ah, mais c'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert. C'est qu'on peut virer les gens parce qu'ils sont racistes. Et donc, en fait, ça me rappelle un truc qu'une amie chinoise m'avait expliqué sur le fonctionnement des gouvernements locaux en Chine, où le gouvernement central laisse tous les gouverneurs locaux être corrompus. Comme ça, quand ils veulent en virer un, ils ont tout de suite une excuse toute faite. Si on se met à virer les racistes et que tout le monde est raciste, c'est le même principe, t'es virable à volonté. Bah ouais. C'est malin. Ou alors... Est-ce que vous pensez pas que les comme les DRH propriétaires ont compris ce truc-là depuis très longtemps? Si, bien sûr. Mais est-ce que tu as compté le nombre de... coupable. Ouais, est-ce que tu as compté le nombre de mots racistes dans le bouquin? Non, c'est impossible. Ça aurait pu être un jeu, tu vois, ça peut rendre la lecture... C'est une tâche herculéenne. Je vais faire un truc hyper disruptif. C'est que je vais essayer de dire un truc pertinent à partir de ce bouquin qui n'a pas l'air de l'être. Oui, vas-y. Ouais, c'est de la haute voltige, ne faites pas ça chez vous. Voilà. Tu t'as dit tout le monde est coupable. Et en fait, je me demande, est-ce que c'est pas ça le truc qu'on cherche depuis des plombes pour comprendre la différence de compréhension sur ces sujets-là entre globalement la vieille Europe et les États-Unis? C'est-à-dire qu'en Europe, on est beaucoup à être de culture globalement catholique où tout le monde est pardonné d'avance. Et alors que là-bas, c'est plutôt protestant où tout le monde est coupable. Et la rédemption est impossible, puisqu'il n'y a pas de rédemption. Mais bien sûr, le nœud du problème... Oui, c'est très calviniste, ça a été prédestiné, et voilà. Et tu dois expier par un travail qui est à la fois sur toi-même et un travail qui est vis-à-vis en direction des autres. C'est marrant, c'est un peu la définition du djihad théologiquement. Oui, je sais. Ah non, mais il y a des points communs. C'est le djihad intérieur. Avec une forme de maoïsme, en fait. C'est une forme de maoïsme où tu dois faire ton autocritique permanente devant les autres. Pas ton autocritique intérieure, devant les autres. Mais on va passer
on va passer là-dessus pour passer à ce qui m'a davantage plu. Voilà, parce qu'il y a des choses qui m'ont intéressé quand même, parce que j'ai beaucoup aimé. Alors là, on va voir la différence entre le grand gloubi-boulga intellectuel de quelqu'un qui ne sait pas lire, et qui pourtant fait un livre de 240 pages, et quelqu'un qui fait un petit livre de 186 pages, je crois, et qui a lu quelque chose comme 100 000 documents sur le sujet. Prends-en de la graine, Romilly Angelo, ça s'appelle « Faire du travail sérieux ». Donc, Johann Chapoutot, historien du nazisme, et dont on lira également avec grand intérêt son autre livre « Comprendre le nazisme », parce que comprendre, c'est important, et le livre s'appelle « Libre d'obéir », dans lequel Chapoutot explore une hypothèse audacieuse, la solution de continuité entre l'organisation du travail sous le Troisième Reich et le management d'entreprise contemporain. Alors, ce qui fait... Vous voyez qu'on est tous racistes. Oui, c'est ça. Ah, mais et la boucle est bouclée. En fait, on n'y avait pas pensé. Ah. Alors après, moi, ça m'a fait un peu soulever le sourcil quand j'ai eu l'idée, parce que bon, même si on est un contempteur convaincu du management, du néolibéralisme et de ses errances, mais bah alors, avant d'insulter votre belle-sœur DRH la prochaine réunion de famille, en tout cas, pas sur ce motif-là. Pas sur ce motif-là, par la traité de sale nazi. Ne le faites pas. Alors, ce que l'auteur nous dit, et dans le livre, on suivra donc la carrière d'un certain Reinhard Höhn, théoricien nazi, travailleur acharné qui toute sa vie suivra un même credo d'une innovation surprenante, la gestion non autoritaire nazie. Oui. Alors, oui, moi aussi, comme ça fait un quoi. Oubliez tous vos cours d'histoire de 3e. En fait, c'était un truc qui était assez logique. L'empire nazi s'étend. Il y a des millions d'hommes au front, des millions de gens en train de travailler, il y a des territoires de plus en plus grands, de plus en plus vastes à administrer. Donc certes, on délègue à des gouvernements fantoches, Vichy, etc., mais ça ne suffit pas. Donc comment faire plus avec moins de gens? Et donc ça a été le management par la mission. C'est-à-dire qu'en fait, on assignait aux gens sur le terrain des missions ponctuelles. Alors toi, tu es à la petite compagnie, tu prends telle colline, toi tu me donnes un quota de juifs à déporter, etc. Et tu te démerdes. Tu te débrouilles. Il n'y a pas de directive, sauf qu'il y a une grosse directive. Parce que bon, tu as vraiment quand même intérêt. Il faut vraiment réussir. intérêt. Le seul truc qui est interdit, c'est de rater. L'échec est la seule sanction. La sanction peut être un peu brutale. Les moyens sont à ta discrétion. Et peuvent être un peu brutaux aussi. Et peuvent être le plus brutaux possible. Donc c'est ça du management non autoritaire. Peu importe ce que tu fais, peu importe comment, tu as des objectifs, tu te démerdes pour les atteindre, tu es libre. On délègue, on sous-traite, on procède par mission ponctuelle en misant sur la spontanéité et l'innovation. Chacun à faire quelque chose avec le moins d'encadrement possible, surtout le moins d'intervention étatique possible. Donc forcément, ça rappelle quelque chose. Reinhard Höhn trouvera d'ailleurs après-guerre une très belle reconversion en théoricien du management dans l'Allemagne en pleine reconstruction. Jamais vraiment inquiété pour son passé, sauf à la fin de sa vie. Il se fera le chantre de la liberté dans le travail, car le travail rend libre. Ah bah oui, ça oui. Et c'est pour ça, et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que la Arbeit macht frei, il n'y a aucune ironie. Il n'y a pas de cynisme dans ce truc. Il n'y a pas de truc en disant le travail va vous rendre libre, mais en fait on va vous tuer, on le sait, on est cynique. Non, c'est un truc, Arbeit macht frei, dans ce contexte-là, est totalement sérieux. Ah, ils y croyaient vraiment. Ils y croyaient absolument, vraiment. Le travail rend libre et vous êtes libre de travailler, libre d'obéir. Ah oui, moi ça m'a. Quand j'ai compris ça, le bouquin m'est tombé de. Et puis si tu veux pas travailler, on te tue, de toute façon. C'est ça. Mais tu es libre d'obéir. Ah bah voilà, c'est ton choix. C'est un choix. Le bouquin m'est tombé quand j'ai compris que Arbeit macht frei, c'est un truc totalement sérieux. Là, tu fais une plongée directe dans le cerveau nazi en te rendant compte à quel point. Bon, c'est des gens qui n'ont aucun humour, même noir, et qui étaient sérieux tout le temps. On parlait de rédemption juste avant, il y a un peu de ça aussi, quelque part. C'est-à-dire C'est-à-dire, tu expies tes fautes par le travail, et puis voilà, après tu auras la liberté. C'est très protestant, et je me souviens d'une carte de l'Allemagne, qui montrait une carte de l'Allemagne en 1933, où on voyait très bien que les bastions du nazisme, c'était les régions protestantes.
Alors, pas nécessairement. Ouais, enfin, la Bavière, bon. La Bavière, un peu l'Autriche, bon. Non, c'est... il a pris, à un moment donné, religieusement, tu prends un petit peu le fond commun catho-protestant. Mais Hitler se catholique, se déclarait catholique. Moi, je voudrais juste lire un petit bout, 3 lignes du bouquin, parce que je l'ai sous la main, et moi, il m'a fait beaucoup d'effets comme à Thierry. Et il y a un passage que je trouve absolument génial, c'est quelques lignes où Chapoutot cite... Enfin, fait une paraphrase en fait d'un texte du fameux Reinhard Heine, qui est un texte en 1942. Voilà. Et donc il le paraphrase avec des bouts de citation. La moitié des mots, c'est de la citation, quoi. Le nouveau rapport hiérarchique conjure le risque d'un affrontement entre dominants et dominés, entre patrons et employés. Heine saluait en ces termes en 1942 un des grands mérites de la communauté nazie. À la place du rapport entre l'État et le sujet est apparue la communauté du peuple, qui repose sur les lois fondamentales de la vie, de la race et du sol, ça c'est du nazisme classique connu, classique. Et qui implique l'intégration du travailleur dans la communauté de production et de performance. Oui. Et cette dernière partie, pour tous les gens qui ont travaillé dans une entreprise dans les 25 dernières années, je pense que cette dernière phrase rappellera à peu près n'importe quel speech bullshit de DRH, quoi. Alors donc, comme quoi, fascisme et libéralisme peuvent sans trop de surprise s'entendre le mieux du monde. Est-ce que ça surprend encore qui que ce soit ? Et puis il parle du fait qu'aujourd'hui, ça c'était juste après-guerre, il disait les gens ne veulent pas être considérés comme des subordonnés, mais comme des collaborateurs qui pensent et agissent de manière autonome. Voilà. Ce qui donne les mutations de notre environnement économique, technique et sociologique, c'est dans la même ligne que cette phrase, donne naissance à un nouveau style de direction. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas le mot projet aussi ? Bien sûr que si. Si. Ah, bah voilà. Bien sûr que si. Si, ça procède par objectif et projet. Moi, il y a un truc... Ouais. Oui, vas-y. Il y a un truc, moi, que t'as pas dit sur le bouquin, et je pense qu'il est important, surtout pour faire du teasing pour notre émission d'après. C'est que Chapoutot, il dit que la continuité entre le nazisme et le management, c'est pas tant que le management est totalement nazi, mais plutôt que en réalité le nazisme était pas si radicalement différent de beaucoup d'autres courants de pensée de son époque qui ont aussi nourri ce qui est venu après, notamment en termes d'organisation du travail, en termes de manière de penser la société. Après, avec les tropes nazis complètement tarés, biologistes, machin, mais quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont partagées par le nazisme et les autres sociétés de la même époque. Alors, Chapoutot explore plus le truc comme ça dans Comprendre le nazisme, dont je ne saurais vous recommander trop la lecture, qui est un truc, qui est un livre d'utilité publique, littéralement, je pense, qui sert à, comme son titre l'indique, à comprendre le nazisme. Alors ça, c'est peut-être un truc un peu compliqué, parce que comprendre un nazi, c'est comme comprendre un tueur en série ou un mec de Daesh. A priori, c'est tellement abominable ce que ces gens font que t'as pas envie de comprendre. Je suis pas comme ces gens, faut les foutre dans une prison et tout. Berk. Voilà. Mais à un moment donné, pour lutter contre le mal, on peut aller des grands mots un peu religieux peut-être, mais lutter contre le mal, j'assume, il faut le comprendre. Et pour le comprendre, il faut un petit peu entrer dans sa tête. Et à un moment donné, pour comprendre le nazisme, il faut entrer dans la tronche du nazi à l'époque, dans la tronche du nazi à l'époque, ils n'ont pas inventé des choses. Enfin, si, ils ont inventé des choses. Ils ont inventé la synthèse qui permettait de pousser tous les curseurs des préjugés de l'époque à fond et voir ce que ça donnait. Mais déjà, dans les années 20-30, il y avait déjà... Nous, on est choqués maintenant par le racisme et l'antisémitisme, on est choqués à juste titre. Mais dans les années 20-30, personne n'était choqué par le racisme et l'antisémitisme parce que tout le monde l'était. Je me demande si c'est... Attends, je suis pas sûr du mec, je me demande si c'est pas Robert Musil qui avait dit sur le nazisme qu'en fin de compte, il suffirait qu'une seule, ou quelques-unes, mais qu'une seule des idées qui soient banalement répandues et pas trop prises au sérieux, soit prises au sérieux jusqu'au bout, pour obtenir un truc totalement monstrueux. C'est exactement ça. Dans les années 20-30, tout le monde était, entre guillemets, normalement raciste. L'antisémitisme était quelque chose de
très répandu. L'eugénisme était une idée dont on discutait calmement. Le darwinisme social, c'est un truc totalement accepté. C'était les idées dominantes, et surdominantes même. Donc à un moment donné, comme a dit Musil, on prend quelque chose, on pousse les curseurs à fond, et forcément quand on pousse tous les curseurs à fond en même temps... Je suis pas sûr que ce soit Musil, mais je me demande. Mais la citation est pertinente. C'était basé sur de la pseudo-science depuis la fin du 19e aussi. La science raciale, monsieur. Voilà. Qui a connu ses premières grandes heures en France et en Angleterre, dans des régimes tout ce qu'il faut de libéraux, d'ailleurs, au passage. Démocratiques, libéraux, tout à fait. Donc, l'hypothèse... Alors, bon, on est libre de ne pas complètement adhérer aux propos, puisqu'on peut poursuivre des mêmes buts par des voies différentes. Ce ne sont pas les théories et pratiques de management qui mentent, mais l'hypothèse et les travaux de Johann Chapoutot restent intéressants comme piste à creuser pour comprendre notre contemporanéité. Voilà. Allez hop, c'est au tour de Florent de nous expliquer qu'est-ce que tu as détesté et puis qu'est-ce que tu as bien aimé aussi. Ça tombe bien parce que moi, on va parler justement de plonger dans la tête de quelqu'un. Ah oui, moi j'adore ça, plonger dans la tête de quelqu'un. Ouais, enfin là, il y a des limites quand même parce que bon, Jean Raspail, il écrivait bien. Et j'ai pas mélangé mes fiches, je parle bien de ce que j'aime pas là. Il écrivait bien et c'est précisément ça le problème avec le camp dessin. C'est ce qu'on fait l'équivalent. C'est le talent de Jean Raspail qui fait du camp dessin l'équivalent littéraire d'un accident sur l'autoroute. C'est horrible, mais on a du mal à en détacher les yeux. Et franchement, pour être horrible, ça l'est. J'ai lu d'autres textes racistes, des romans racistes où l'auteur partait en vrille complètement. Je vais citer les carnets de Turner, par exemple. Ouais. C'est assez bourrin dans le genre, mais il y en a aucun qui m'a laissé aussi mal à l'aise que le camp dessin et aucun qui m'a coupé l'appétit comme le camp dessin. Ça, les carnets de Turner, qui est un truc de référence des néo-nazis américains, c'est violent. C'est ultra bourrin. Et c'est ultra bourrin, mais ça m'a pas inspiré le même malaise que le camp dessin. C'est obsessionnel, le camp dessin. Et c'est de l'aveu même de l'auteur. Il le dit lui-même, il l'a écrit sans plan. Il avait rien d'autre que l'idée de départ. Et avec son idée de départ, tous les jours, il se mettait à sa table et ça sortait. D'accord. L'idée de départ, c'est l'arrivée sur les côtes françaises d'une flotte de navires remplis de réfugiés, et tout le tiers-monde prend ça comme le signe que les portes de l'Occident sont ouvertes, et c'est en gros le grand remplacement avant l'heure. Ouais. Et oui, c'est pour ça que c'est cité. Ouais. Et on le sent dans le texte qu'il avait pas de plan, juste cette idée-là. C'est de la façon dont c'est écrit, c'est clair. Il fallait que ça sorte, quoi. C'est un grand débondage. Ouais, voilà. Et c'est pas seulement les affects qui marinent pendant très longtemps et qui trouvent une sorte de bonde de sortie. Oui, voilà. Et surtout que son obsession, c'est pas juste l'immigration, la peur de la submersion, machin. Il y a une espèce de délire permanent ou quasi permanent sur les fluides corporels, la crasse, le glauque, etc. C'est hyper malsain, quoi. Je veux dire, dès qu'il parle des réfugiés, t'as de la sueur, du sang, de la merde, du sperme sans arrêt, ça pue l'égout et le bûcher funéraire, les réfugiés partout se violent dans cette puanteur, c'est incessant. C'est un peu le bruit et l'odeur puissance 1000, quoi. Alors, je me permets de t'interrompre, mais là, du coup, moi, ça m'évoque forcément un bouquin aussi, dont j'aurais aimé tellement de bons livres dont il faut parler, mon Dieu. Le sec et l'humide de Jonathan Little. Jonathan Little, c'était l'auteur des Bienveillantes. Ouais. Un livre, un gros pavé qui est un chef-d'œuvre, je pense que c'est un chef-d'œuvre. Les Bienveillantes. Et qui avait fait une sorte d'appendice sur le rexisme en disant le sec et l'humide, ou le sec et l'humide, le sec et l'humide comme la pensée fasciste. C'est-à-dire que le sec, pour le fasciste, c'est ce qui est bien. C'est le maigre, c'est le sec, c'est l'air sec. Voilà, l'air pur et vivifiant, surtout en hiver dans les montagnes, blablabla. La minceur. Et l'humide, tout ce qui est squameux, tout ce qui est boueux, tout ce qui colle, etc., c'est l'inférieur. Tiens donc. Ils sont... Faut pas interpréter ça d'un point de vue freudien. Ouais. Non. Ou peut-être que si. Et ça se basait sur la vie de Léon Degrelle, sur les discours de Léon Degrelle, qui produisait beaucoup de discours. Léon Degrelle, un chef nazi belge,
du mouvement rexiste qui produisait beaucoup de textes à base de sec et d'humide. Tiens. Donc oui, donc je pense que oui, donc on est dans une sorte d'inconscient fasciste qui s'exprime sans limite en fait dans ce livre. Ah oui, sans limite parce que... Alors du coup, est-ce que tu retrouves cette distinction du sec et de l'humide quand Trump il dit qu'il faut drain the swamp et tout ça? Bien sûr. Parce qu'il parle de marécage en permanence et tout. Bien sûr. The Swamp, c'est l'État profond, c'est les journalistes démocrates, la CIA qui l'aime pas, le Congrès. Enfin, The Swamp, c'est c'est un truc humide et boueux, dégueulasse, dans lequel tu mets absolument tout ce que tu veux. Tous les gens que t'aiment pas, qui sont des inférieurs. On retrouve le sec et l'humide. Ouais, et en fin de compte, le camp des saints, c'est un gros craquage en fait sur ce thème. C'est des gens qui partent en vrille comme ça. Tu regardes les commentaires de n'importe quel site d'info, il y en a des milliers. Oh oui. Il y en a des milliers, mais là, c'est un véritable écrivain qui s'y met sur plus de 200 pages. Tout ça pour dire les étrangers c'est sale, vaut mieux les buter avant qu'ils arrivent en France, sinon ils vont violer les femmes et squatter les appartes. Une journée ordinaire dans les commentaires du Figaro, je veux dire. Voilà. Alors je dis pas qu'il faut pas se mettre dans la tête des racistes, on est d'accord, ni pour la science, pour comprendre comment ça marche. Mais il faut mettre une combinaison par contre. Ouais, c'est pas un exercice pour tout le monde, quoi. C'est pas un exercice pour tout le monde, surtout quand on s'y met en attaquant par les égouts. Et là, on y est dans les égouts. Ouais, je suis bien placé pour savoir que c'est pas un job à la portée de tout le monde. Donc bon, est-ce que t'as aimé quelque chose quand même? Remonte-nous un peu. Parce que là, quand même. Le nazisme, le remplacement, oui, j'ai aimé quelque chose. Ça m'arrive d'aimer des trucs. C'est bien. Étonnant, hein. On croirait bien comme ça. Non, nous savons que le fond est bon, Florent. Nous savons qu'en toi sommeille une sorte d'innocente jouvencelle qui ne demande qu'à s'émerveiller. Vas-y. N'exagérons pas. Et bon, je vais tricher et prendre 2 séries. Bon, en fait, je triche sans tricher. C'est 2 séries, mais c'en est qu'une qui change de titre entre la première et la seconde saison. Ça s'appelle, avec mon bel accent anglais, The Young Pope et The New Pope. D'accord. Donc en français, le jeune pape, puis le nouveau pape. Ok. Le jeune pape, c'est Lenny Belardo. Il lui a 47 ans et qui choisit le nom de Pie XIII. Et ça, en fait, quand on a un peu de culture religieuse, c'est déjà tout un programme. Je veux dire, Pie, c'est le prénom des papes de nos grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Enfin, longtemps avant Vatican II. D'accord. Parce que le titre, justement, c'est le jeune pape. Pas le pape progressiste, mais pas du tout. D'accord. Et donc, à travers les histoires de ces 2 papes de fiction, Pie XIII, et Jean-Paul III, Sorrentino, je trouve qu'il touche du droit 2-3 trucs. Pie XIII, c'est un orphelin. Enfin, pour être plus exact, c'est un enfant abandonné par ses parents hippies. Donc pas parce qu'ils étaient fauchés ou drogués ou je sais pas quel autre truc de hippie. Juste parce qu'ils voulaient partir à Venise et un enfant, c'est encombrant. Donc le petit Lenny se retrouve devant les grilles d'un orphelinat catholique, comme un chien sur une aire d'autoroute en fait. C'est-à-dire que ça explique tout le personnage, la liberté à tout prix. Il l'a vu, et c'est lui qui a payé le prix. Et comme il le dira une fois devenu Pie XIII, la souffrance de cette libération est insupportable. Dans la seconde saison, deuxième série, question de point de vue, Jean-Paul III, c'est un pape torturé aussi, plus par sa faiblesse que par l'abandon, mais il y a quand même un lien entre les deux, dans son rapport avec ses parents, et entre son abandon, d'une certaine façon, et sa faiblesse, et en fait, les 2 papes se partagent les tâches à ce niveau-là. C'est-à-dire que chacun est travaillé par un des 2 problèmes pour mieux cacher l'autre. Ouais, c'est pas dans cette série, la deuxième saison, que y a Marilyn Manson qui rend visite au pape? Si, et Sharon Stone aussi. Ah, c'est cool ça. D'accord, ok. Et c'est là en fait que la série dit quelque chose sur notre époque, je trouve. C'est-à-dire que la liberté à tout prix, c'est un peu comme travailler plus pour gagner plus. Ouais. C'est pas ceux qui travaillent plus qui gagnent plus. Et c'est pas ceux qui sont libres qui payent le prix. Ceux qui trinquent, c'est les faibles. C'est ceux à qui on dit qu'ils sont libres pour en fait leur dire démerdez-vous. Et qui en fin de compte, quand ils entendent quelqu'un s'enflammer et dire ouais, vivre libre ou bien mourir, ils ont raison d'entendre et de comprendre marche ou crève.
Ouais, vivre libre une certaine catégorie de personnes et ou mourir les autres. Voilà. Ouais, moi, de vivre libre et mourir, il y a un truc que je trouve frappant dedans, c'est que tout le monde a oublié qu'à la base, c'est une phrase qui s'écrit au pluriel. Oui. Ouais. Je m'aperçois en regardant, parce que Paolo Sorrentino me disait quelque chose, et donc, comme j'ai accès à Internet, j'ai cliqué sur IMDb, et en effet, il a fait quelque chose que je connais, parce qu'il a réalisé La Grande Bellezza, qui est un très beau film sur l'âge, le déclin et la société italienne, que je vous recommande, et il a aussi réalisé Silvio et les autres. Alors, Silvio et les autres, qui est un film... Bon, allez, on mettra toute la liste de trucs qu'il faut voir et que, voilà. Comme ça, vous deviendrez aussi beau et cultivé que nous. Donc, Silvio et les autres, qui suit... Bon, alors, c'est jamais... Si, d'ailleurs, si, c'est nommé, c'est Berlusconi, qui suit une imitation de Berlusconi pendant 2h30. Et c'est un film qui est absolument fascinant, où on ne décroche pas en suivant un type qui est une pourriture ambulante, qui le sait pertinemment et qui s'en moque, voire même qui en jouit. Et on suit avec la jouissance d'être Berlusconi. En fait, pendant 2h30. Et c'est un excellent film qui permet de comprendre Berlusconi, déjà, de comprendre ce qu'est devenu la société italienne à cause de Berlusconi, et Paolo Sorrentino, et Vida Sorrentino, et un réalisateur qui est décidément très intéressant. D'ailleurs, je marque, allez, bim, on va télécharger dans un autre film de Sorrentino qu'il faut voir si on s'intéresse un poil à l'Italie, il a fait un film qui s'appelle Il Divo, c'est un autre film sur un politique. C'est sur Andreotti, le mec qui a juste été qui a été le boss de la démocratie chrétienne à mi-chemin entre conservatisme, mafia, affairisme et en gros toute la vie politique italienne de la fin de la Seconde Guerre mondiale aux années 90, quoi. Fin de la Seconde Guerre mondiale. En tout cas jusqu'aux années 90, et qui est ensuite tombé pour corruption, ce qui a mené à l'arrivée de Berlusconi au pouvoir. Et c'est juste ouf. Ouais. Alors, il dit que j'avais vu à sa sortie, c'est-à-dire il y a quelques temps déjà, ça en 2008. Et effectivement, dont je conserve un souvenir très. Donc, en fait, regardez tout ce qu'il fait ce gars-là parce que c'est bien. Ouais, c'est un peu ce que je me suis dit après avoir fini ces deux séries, moi. Parce que, par exemple, sur la liberté, en fait, le côté démerdez-vous, marche ou crève, je pense que c'est un sentiment assez courant à notre époque, en fait, le sentiment de s'être fait avoir. S'être fait avoir et de se dire si c'est ça la liberté, non merci. Ou en gros, formulé autrement, quand on voit le progrès de MeToo, ou l'autonomie, ça valait pas le coup, tout compte fait. Et c'est un autre détail, cette histoire d'autonomie qui tout compte fait valait peut-être pas le coup. Ça me rappelle un autre détail qui est hyper bien pensé dans cette double série. C'est la métamorphose des cardinaux dès qu'ils s'en remettent à l'autorité du pape. C'est le jour et la nuit, c'est-à-dire que quand on suit les cardinaux, on a droit vraiment à tout ce qu'on peut imaginer de pire à leur sujet. Ils sont bas, vides, hypocrites, c'est bourré d'intrigues, il y a même un espèce de mélange malsain entre sexe et politique, et à la fin on se demande si c'est le Vatican ou la mairie de Paris. Non, vraiment. Attends, je consulte notre compte en banque. Attends, je consulte juste sur le Crédit Mutuel pour voir si on a le moyen d'avoir un procès. Ah oui, pas. Merde. Non. Non, la mairie de Paris, il y a longtemps, dans un monde parallèle, je sais pas. Mais pas tout le monde. Et maintenant, on est sûr que ça va mieux. Voilà. Et bref, c'est comme ça. Et dès qu'ils obéissent. En gros, dès que l'institution dépasse ces individus, ils incarnent cette institution et ce qu'elle devrait être. De mauvaise grâce, ils traînent des pieds, ils râlent, dès qu'il y a une pause, ils remagouillent, mais ils le font, ils s'effacent derrière leurs fonctions et ça fonctionne. Et moi je trouve ça vachement intéressant ce que tu dis là, parce que je pense que c'est une des clés par lesquelles le gouvernement de Macron est juste insupportable pour tant de gens. C'est que... Sinon, avec une seule. C'est une des raisons. C'est que pour beaucoup d'entre eux, ils n'arrivent pas à incarner la fonction de gouvernement ou de l'État quand ils sont en situation de devoir le faire. Oui. Et du coup, ça casse le
le mythe nécessaire au fonctionnement du truc, tu vois. Enfin, moi, je le sens un peu comme ça. Oui, et probablement, je pense, c'est un moment où le besoin de ce mythe revient. Parce que ce que j'ai l'impression, moi, d'avoir touché du doigt plus explicitement qu'avec des tonnes de textes grâce à cette série, c'est qu'il y a un changement de mentalité qui porte la vague réactionnaire qu'on connaît, mais qui est plus profond que ça. Il y a un espèce de malaise qui se répand partout, y compris à gauche. Parce que, d'un côté, pour être immunisé contre ce malaise-là, faut avoir fini sa vie, en quelque sorte. Il y a un truc qui a commencé à mourir, je pense, au cours de la décennie 2010, et que, qu'en dessous d'un certain âge, on a tous senti. C'est, en guise de conclusion, je vais c'est marrant, enfin, ça n'a absolument rien à voir, mais quand tu parles d'un truc qui meurt dans les années 2010, je pense tout de suite au Parti Socialiste, mais ça n'a absolument rien à voir. Va savoir si ça n'a rien à voir. Parce que ça mérite d'être creusé, et je vais conclure en fait sur une phrase de Pitrez, enfin 2 phrases en fait de Pitrez assez cardinaux, qui résument assez bien ça, je trouve. Je cite, vous êtes trop vieux pour vous réinventer, trop vieux pour comprendre les changements qui se produisent dans la nature émotionnelle de ce monde. Il n'est pas utile que vous me croyiez, vous devez seulement vous en remettre à moi. Et je trouve, il n'y a pas à dire, ok boomer, ça a quand même plus de classe dit comme ça, avec la chapelle Sixtine comme décor. C'est clair. Bon, mais ça m'a l'air très bien. Bon, encore une fois, nous mettrons tous les liens des trucs on mettra même les liens des trucs qu'on recommande pas, parce que c'est aussi aux gens de se faire leurs idées. Oui. Voilà. Et nous passons directement. Alors, nous passons à Philippe, dans ce qu'il a détesté et dans ce qu'il a aimé. Et dans ce que tu as détesté, Philippe, ça tombe bien, il y a une série qu'on a vue tous les deux. Oui, alors ça s'appelle Years and Years, ça date de 2019. Ah mon Dieu. Et en chose que j'ai vraiment pas pu blairer récemment, je dois dire que ce choix s'est imposé à moi comme une évidence. Une sorte d'éclair de vide sidéral et de néant. Donc c'est un peu comme une déclaration de Jean Castex en fait. C'est ça. Pourtant ça partait bien. Je veux dire, l'idée en soi était pas mal. Faire une série d'anticipation qui suit une famille sur les 15 prochaines années. Tu te dis, potentiellement, ça peut être intéressant. Oui, de l'Uchronie en temps réel, ouais, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Surtout que les réalisateurs annonçaient ça en mode « Oh là là, on va vous montrer des choses dérangeantes, comment qu'on est trop des déglingos subversifs. » Généralement, excuse-moi de t'interrompre, mais généralement, plus les gens t'annoncent ça sur ce mode-là, plus ça va être du boudin à la fin. Eh bien, oui. Comment vous dire, les gars, vous avez juste produit une grosse daube prétentieuse et sans intérêt. Je suis désolé. Ouais. D'ailleurs, quand même, un petit chose à noter, c'est que ça n'a absolument pas marché dans leur Angleterre natale. Alors que dans le même temps, les journalistes français, du haut de leur déterminisme social, se sont unanimement pâmés en la visionnant. Il n'y a que des critiques positives dans les journaux. Vous pouvez dire, pour ceux qui n'ont pas vu, de quoi ça parle quand même, parce que... attends, j'y viens. Donc, je reviendrai aux journalistes plus tard. Donc, oui, alors, effectivement, c'est pas tout d'accuser quelque chose d'être un immondice, il faut en faire la démonstration, donc je vais m'y atteler. Alors déjà, les personnages principaux, c'est une famille, on l'a dit, donc mais il y a un gros problème quand tu les vois tous, tu te dis, mais en fait, pourquoi vous êtes tous des gros connards, en fait? Et là, c'est un problème, quoi. Je veux dire, tu ressens aucune empathie envers personne. Et même au bout de 3 épisodes sur 6, c'est-à-dire le moment où j'ai décidé qu'il fallait que je gâche mon temps libre autrement. Alors c'est là où je prends la suite, en partie. Mais alors résumer l'histoire de Years and Years, c'est-à-dire on suit une famille à travers une 15 ans, c'est-à-dire la série explore un futur possible. Donc en gros l'Angleterre telle que les auteurs de la série se la représentent, c'est-à-dire une Angleterre de classe moyenne très bien installée, qui est censé illustrer l'Angleterre dans son ensemble, et déjà ça part pas très bien. T'as un qui bosse dans la banque, l'autre qui est en... je vais en parler de lui. Une personne qui est en situation de transition. Il y en a un qui est homosexuel, il y en a... c'est un peu comme les films français qui sortent jamais du 10e arrondissement, en fait. C'est ça. En fait, ça Est-ce qu'à un moment, il y en a un qui oublie de faire le café, il s'engueule et il se réconcilie en se courant à poil sous la pluie? Non. Ouais, c'est pas français, ça va. C'est pas français.
Donc justement, le type de la banque, il est formidable, ce type. Je sais plus pour quel organe financier détestable il bosse, et en fait, il y a une crise économique, et le type, il finit livreur Uber, en fait. Donc, déjà l'intrigue, on dirait du sous Ken Loach. Mais le problème, c'est que le type, en fait, t'as vraiment aucune compassion pour lui, quoi. Je veux dire, il finit livreur, mais t'en as absolument rien à foutre. T'as même envie qu'il se vautre d'un pont, qu'il disparaisse, enfin, t'as plus envie de le voir. Ouais, c'est un méchant réussi, quoi. Mais non, son personnage est indigent. Mais c'est un méchant réussi, sauf qu'on te le présente comme un des gentils. Ah merde. Comme une victime, alors qu'en fait, t'as juste envie de dire bien fait, quoi, tu vois. Donc, si l'idée c'était de sensibiliser au déclassement économique et à l'ubérisation du travail, il me semble que c'est raté, enfin en tout cas en ce qui me concerne, ça l'est. Regarde en plus que c'est l'acteur qui joue celui-là. S'appelle Rory Kinnear, qui n'a décidément pas de bol là, parce qu'il est un peu abonné au rôle de sale con malgré eux. C'est lui qui, dans Imitation Game, dirige l'attention de la police sur comment il s'appelle, sur le protagoniste principal, Alan Turing, qui vivait sa petite vie et qui finira mal à cause de ça. Et visiblement, il est un peu abonné au sale con malgré lui. Et je voudrais rebondir aussi sur la galerie de personnages de la série qui sont de monumentales têtes à claque. Et je parle des gentils. Ceux qui sont censés être les gentils sont de telles monumentales têtes à claque qu'il est extrêmement difficile de ressentir la moindre empathie, la moindre compassion pour eux, alors qu'ils vivent des situations objectivement dramatiques. Mais ils sont tous insupportables. Et le pire, c'est la vieille. La vieille, qui est la pire, avec son discours du dernier épisode, qui... je ne l'ai pas vu. J'ai arrêté avant. Mais vas-y, parce que là, il y a des histoires de bombes nucléaires dont tout le monde se fout. Voilà, donc, parce que t'as l'histoire de la famille, et puis à côté, t'as la toile du fond du monde, tel que les auteurs le voient dans un futur proche. Donc, alors, moi j'ai divisé ça en deux catégories. Donc, il y a les choses convenues et ennuyeuses, et il y a les débilités profondes. Alors, commençons par les choses convenues. Déjà c'est pas mal parce qu'il n'y a aucune des catégories qui est bien. Non. Ah non, il n'y a rien à sauver. Non, il n'y a rien à sauver. Bon, alors les choses convenues. Alors, déjà, les types Trump, Poutine, élu à vie. Bon, alors, déjà, c'est raté. C'est raté. Ils ont confondu avec Angela Merkel. Tu peux pas la rendre ça. Qui, elle, est gentille. Oui, ils en parlent. Faut suivre un peu. Mais c'est marrant quand même, des Anglais qui ont un problème avec les leaders à vie. Non, parce qu'il y a un truc, ça s'appelle la reine, mais bon. Oui, voilà. Mais c'est pas tout à fait la même chose, mais chez les autres, c'est mal. Voilà, chez les autres, c'est mal. Après, ils nous servent le truc de la crise économique inévitable. Bon, t'as envie de leur dire, oui, messieurs, ça s'appelle le capitalisme, en fait. Donc, c'est pas... Enfin, on peut s'y attendre, quoi. Je veux dire, c'est pas... Paraît même que c'est un mec de chez eux qui a contribué à théoriser le truc, mais bon, ça... Voilà. Ouais. Je pense pas que les auteurs de la série soient assez cultivés pour comprendre ce genre de référence. Voilà. Et puis il y a un petit volet en mode Black Mirror sur les technologies qui nous dépassent. Alors ça vraiment quelle originalité, c'est ouf, tu vois. Alors mais c'est en plus c'est vraiment complètement, enfin, je crois que c'est de mémoire. Hein. C'est une fille, une ado qui veut en fait se numériser ou je sais pas quoi. Enfin en fait c'est une sorte de suicide. Elle veut se télécharger quoi en quelque sorte. Ouais, un truc comme ça. Ouais, classique. Mais ça pourrait être intéressant en plus. Parce que c'est ça qui est le plus énervant dans cette série, je pense. C'est pour ça que tu détestes le plus. Ce qu'on déteste le plus, c'est les promesses non tenues confère la dernière saison de Game of Thrones. C'est-à-dire que ton niveau d'attente est très élevé par rapport à ce qu'on te donne à voir en disant « Waouh, ça va être génial !» Et puis quand ça retombe... tu te mets à détester le truc encore plus parce que tu dis ah putain non, vous avez tellement déconné là, oh là 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 là, qu'est-ce que vous avez fait? Non. Ils ont oublié le moteur principal de ce que doit être une bonne fiction, c'est l'empathie, et là t'en as vraiment jamais. C'est impossible d'avoir de l'empathie pour ces gens. Donc ça c'était les choses convenues, hein, on va dire. Maintenant passons débilité profonde.
Alors bon, là, être concis, ça va être compliqué, mais je vais essayer quand même. Donc déjà, moi, le truc, bon, je fais pas dans l'ordre chronologique, hein, mais le truc, moi, qui est le truc le plus débile de la série, c'est Trump qui envoie une bombe atomique sur une île chinoise, je sais plus laquelle, un truc qui n'existe sans doute même pas. D'accord. Donc, une île chinoise, il envoie une bombe atomique, et les Chinois ne réagissent pas. Personne ne réagit. Et personne. C'est fantastique. Non, attends, mais comment, quoi? En plus, ils te le posent en mode attention, c'est la 3e guerre mondiale. Alors là, tu t'es accroché dans ton siège, je te dis oh putain. Ça... Eh ben non, en fait, l'épisode d'après. C'est qu'ils ont des arcs scénaristiques et que tout compte fait, ils les prennent puis ils disent ouais non la flemme, on sait pas. Mais qui gardent quand même le début de l'arc dans la série ou quoi? Non, le truc, c'est que c'est à la fin de l'épisode 2 qu'il y a un cliffhanger qui est hyper bien réussi, de fou malade, qui te laisse sur l'espèce de choc des gens qui apprennent que putain, il y a des pays souverains qui balancent des bombes atomiques sur d'autres pays souverains. Catastrophe, effet de chaîne, et que les gens sont espèce de... Et avec eux, en plus, t'es dans une sidération parce que t'entends des sirènes derrière. Ils sont en train de faire la chouille dehors et tout, et puis tout d'un coup, je crois que c'est qui leur annonce ça? C'est la reine, peut-être, à la télé ou... enfin, je sais ce genre de bordel, il y a des chances pour que ce soit la reine, elle a un discours tu te dis, putain, ça va être du lourd. Mais non, en fait, il se passe rien. L'épisode d'après. Et l'épisode d'après, t'as un flash d'information qui te dit que oui, bah voilà, les Amériques a balancé une bombe atomique sur le truc, bon, c'était pas très bien. Et la vie continue. Maintenant, la foire à la saucisse dans le Kentucky Shire. Et le truc, c'est... Sans transition. Sans transition. Et il se passe épique, et ça n'a aucune espèce d'un... Si, il y a un personnage qui est radioactif, etc. Ah oui. Et qui décide... Et ça devient Spider-Man. Et non, elle décide de se cryogéniser à la fin ou de télécharger sa conscience ou les deux. Je ne sais plus, tout est confus. Et oui, parce que c'est une activiste qui suit ça, qui était sur place en fait. Parce que c'est la gauchiste de la famille, qui est aussi insupportable que les autres, qui mérite des claques, comme les autres. Ouais. Qui après devient hackeuse ou je sais pas quoi des banques. Enfin, c'est complètement. Ouais, en gros, elle se télécharge la conscience et elle est tellement chiante qu'elle mériterait d'être téléchargée sur Function, quoi. C'est ça, ou sur Fortnite. Autre truc débile, t'as des gens pas cool qui prennent le pouvoir en Ukraine et qui n'ont rien de mieux à faire que de persécuter les homosexuels. Ah, des nazis. Tu te dis c'est des nazis ou des fascistes, ou ce qui existe actuellement malheureusement en Ukraine, hein, voilà, tout le monde sait. Et ben non, en fait, c'est le parti communiste des Ukrainiens qui prend le pouvoir en Ukraine. Tu vois. Mais il y a encore des communistes en Ukraine en 2020 ? Bah non, ils sont interdits. Ah, d'accord. Donc, depuis qu'il y a eu le truc Maïdan, là, le parti communiste est interdit en Ukraine. D'accord. Contrairement au parti d'extrême droite. Voilà, qui je sais pas s'il gouverne encore. Non, parce que là, c'est un espèce de libéral... Mais je sais pas s'ils gouvernent avec les nazis. Enfin, en tout cas, bon, bref, les communistes, ils sont résiduels, on va dire, en Ukraine. Donc là, les types, ils prennent le pouvoir et puis ils pourchassent les homosexuels. Et le premier truc qu'ils font, c'est pourchasser, pas pendre les patrons, pas nationaliser les usines, pas sortir de l'OTAN, enfin je sais pas, des trucs que, a priori, quand un pouvoir d'extrême gauche ferait en premier. Non, ils persécutent les homosexuels. Ouais. Donc là, tu te dis, je sais pas, vous êtes ignorant, bête ou... C'est anglais, ils sont anglais. Voilà. Bon. Et surtout, la façon dont est présenté. Alors, le Brexit... Ah bah voilà, quand ça arrivera, vas-y, parce que ça, tu sens que c'est le truc qui les terrorise au plus profond de leur être, tu vois, c'est le Brexit, et surtout qu'il est associé à une inéluctable montée du fascisme. Alors, tu te dis, mais pourquoi les nazisme. Deux seraient... Ouais, du nazisme. C'est carrément le nazisme. C'est carrément du nazisme. Tu te dis, mais pourquoi les deux sont liés? Bah ça, ils t'expliquent pas. Et pour eux, ça va de soi, en fait. Bah, le Brexit, c'est qu'on n'aime pas les étrangers, donc si on n'aime pas les étrangers, on est nazi. Bon, d'accord, ok. Voilà. Et d'ailleurs, c'est grosse puissance d'analyse, Voilà, grosse puissance. C'est intéressant parce que cosmique, là. La nazie qui est amenée à prendre le pouvoir, bon, dès que tu la vois, en plus c'est nul parce que dès que tu la vois, tu comprends qu'elle va réussir à avoir le pouvoir. Il y a même pas de suspense. Mais c'est pas une millionnaire, je sais pas, à la Trump, à la Le Pen, ou enfin tu vois, c'est pas. Non, c'est quelqu'un issu du peuple. Et là, tu sens vraiment. Pas complètement issu du peuple. Il y a une vibe Nigel Farage, Marine Le Pen. Ouais. Enfin, moi, bon, alors peut-être. Mais j'avais le sentiment que c'était, tu vois, quelqu'un un peu issu de nulle part, qui juste parlait comme les gens, tu vois.
Et là, populiste. Voilà, populiste. Donc, et là, tu sens le mépris que certaines classes moyennes éduquées, enfin prétendument éduquées, peuvent ressentir envers la ville populace, tu vois. Donc maintenant, vous avez deux choix. Donc soit vous décidez que la vie est trop courte pour perdre 6 heures précieuses de votre temps, et là-dessus, je pourrais pas vous contredire. Soit vous avez envie de vous fondre dans la pensée des Londoniens méprisants et boursouflés d'ego, et en ça, c'est vraiment une série intéressante. Comme on disait avant, se mettre dans l'esprit des gens qu'on n'aime pas, en fait. Et là, t'as vraiment un panorama assez complet de tous les délires. Je vais conclure sur ce que tu dis, parce que moi, je suis maso et j'ai vu la série en entier. Parce qu'au bout d'un moment, je m'étais dit, waouh, je suis dans la tronche d'un éditorialiste du monde. C'est fantastique, j'y vais à fond. Je veux savoir, je veux comprendre. Je veux comprendre. Et à la fin, le discours de la fin de la vieille qui te fait la morale en mode oui, mais regardez, si le monde est devenu tout pourri, quelque part il faut se regarder dans le miroir parce que c'est de la faute de chacun d'entre nous, et qu'elle te fait la morale comme ça pendant 10 minutes d'horloge, un truc. Heureusement que j'ai pas vu ça, parce que alors là... un truc. Ah ouais, non mais ça m'a fait fondre un câble. Là, l'espèce de discours de boomer, de boomeuse en l'occurrence, sur la responsabilité individuelle, parce que c'est chacun qui doit faire quelque chose. Mais oulala. Alors, c'est la religion des boomers. L'Europe c'est bien, le peuple c'est mal. Voilà, c'est EHPAD partout, justice nulle part. Donc ta gueule la vioque, c'était insupportable de trucs petits bourgeois culpabilisants qui méritent des puddings au chocolat dans ta face. Tiens, ta gueule là. Donc, ça c'est un peu violent quand même. Non, mais vis-à-vis des boomers, est-ce qu'on peut être trop violent? Mais quand même un pudding. C'est une question que nous laisserons en suspension. Non mais les boomers réactionnaires de droite qui t'expliquent la vie, va te faire foutre quoi. Mais je vais juste te faire bien foutre, ok? Tous les articles de journalistes français, la série de l'année, point d'interrogation. Je suis sûr que Jean Quatremer a adoré, il faut que je vérifie. Ouais, alors, mais vraiment, c'est fou. Tu tapes le truc dans le moteur de recherche, t'as que des titres élogieux. Alors quand même, il y a un titre, ils mettent un point d'interrogation. La série de l'année, point d'interrogation. Tu vois, oui, ça peut être celle de la décennie aussi. Voire du siècle. Oui, surtout que c'est une règle avec les titres de presse. Quand c'est une question, la réponse est oui. et le truc que j'ai trouvé génial, j'ai lu un bout d'article. Ils disent, la série n'a pas bien marché en Angleterre, mais c'est peut-être parce que c'est trop réaliste et qu'ils vivent tellement le truc qu'ils n'ont pas voulu le voir, en fait. Non, et moi, peut-être parce que ça leur crachait la gueule. La série n'a pas marché en Angleterre parce qu'elle explique aux gens à longueur d'épisode que vous êtes des abrutis. Ouais. Et on n'a pas besoin de série pour ça, on a déjà des gouvernements. Ouais, voilà, vous avez voté pour le Brexit, c'est que vous êtes nazis. Donc peut-être les gens, ils n'ont pas envie de se faire insulter. Un peu comme si, comme si une sorte, comme si des lecteurs des Inrocks passaient les uns après les autres face caméra pour expliquer à quel point vous êtes cons. Et au bout d'un moment, t'as pas envie de voir ça. Il y a des émissions comme ça, non? C'est vrai qu'il y a des émissions comme ça. Oui, c'est beaucoup d'émissions comme ça. Bon. La télé pendant les Gilets jaunes, tu vois. On n'est pas que des gens aigris qui disons du mal des gens. On est beaucoup ça, mais pas que ça. On est beaucoup ça, mais pas que ça. Nous sommes des gens plus complexes que ça. Nous sommes plus complexes, plus ambivalents, plus subtils. Parfois. Surtout moi. Pas vous. Ouais, qu'est-ce que t'as aimé d'autre? Alors, qu'est-ce que j'ai aimé? C'est un livre donc, ça s'appelle Le Pays disparu de Nicolas Offenstadt, donc aussi en 2019. Donc j'ai vraiment, je dois dire, passé un très bon moment avec ce livre, d'autant plus que sa découverte a été fortuite, totalement. Je dis ça parce que d'habitude en librairie, je me contente de venir chercher un livre que j'ai banalement commandé, donc oui, désolé, ça fait pas très « oh là là, j'ai besoin de sentir l'odeur des livres », comme on a pu le voir... Respirer. Voilà. Respirer l'odeur des livres neufs. Non, on a juste besoin de respirer tout court, en fait, en ce moment. Oui, mais c'est pas ça. l'odeur des livres. L'odeur des arbres vivants, alors que j'aime lire, mais bon... Bref. Oui, aussi. Mais bon, donc ça c'est les gens qui s'en tapent de la santé des employés du livre qui disent ça, mais bon, moi, voilà. Donc je me suis retrouvé face à la couverture de ce bouquin par hasard, donc ça m'a intrigué un peu, un symbole de la RDA effacé, et un nom qui m'était familier, Nicolas Offenstadt. Alors là, je me suis creusé, je me suis dit, où c'est que j'ai vu ce nom? Et là, ça a tilté, oui, c'est le monsieur qui a écrit un article qui avait fait un peu de bruit...
au moment de la réunification allemande. Parce que lui, il disait pas réunification allemande, il disait annexion. Donc, en donnant des arguments quand même. Parce que c'est vrai que quand on y réfléchit bien, la RDA qui a vu son système social démantelé, ses entreprises d'État bradées, avec chômage, pauvreté à la clé, sa monnaie alignée sur celle de la RFA, ses lieux publics débaptisés, etc., etc., ça tranche un peu avec l'idée de joyeuses retrouvailles du peuple allemand autour d'une bonne bière, tu vois, c'est pas trop le truc, quoi, en fait. C'est un peu plus compliqué. Même si on peut pas nier cette dimension-là aussi, mais bon, la réunification s'est faite quand même par la force d'un vainqueur idéologique sur un vaincu, même si elle s'est faite sans violence physique. Donc je reviens au livre. Donc l'angle choisi du livre, c'est celui de la mémoire de ce que fut la RDA pour des millions d'Allemands de l'Est, donc ceux à quoi on s'intéresse pas vraiment, et des traces qui s'effacent aujourd'hui inexorablement, donc soit c'est de la volonté délibérée, soit c'est juste de la négligence, parce que voilà. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé parce que contrairement à d'autres livres d'histoire plus classiques où l'historien va d'un point A à un point B, donc soit chronologiquement, soit thématiquement, là t'as l'impression qu'il te mène de plusieurs points A vers plusieurs points B et qu'il te raconte des histoires et non pas de l'histoire. Donc à mon sens, c'est quand même la grande force de ce livre. Et alors le truc que j'ai vraiment beaucoup aimé, très original pour un historien, bon on peut pas le faire à toutes les périodes, hein, sur du Moyen-Âge ça marche pas, mais là l'historien il s'est rendu sur des friches urbaines et industrielles de la ex-RDA, enfin des usines, je sais pas quoi, des gares, des palais du peuple, enfin bon, et il vient dans le lieu, donc bon pas forcément de manière très légale. Donc ça c'est la pratique de l'urbex, je pense que vous connaissez, des gens qui vont sur des friches, ils prennent des photos, tout ça. Mais lui, en fait, il y va pour s'imprégner des lieux et il prend des objets au hasard sur les lieux, en fait. Et après, il prend l'objet, il tire le fil de la pelote, il les remet en contexte et il fait parler le passé. C'est super intéressant, vraiment. Et alors on est pris au jeu de la découverte d'un dossier jeté à même le sol, donc sur je sais pas quoi, quel ouvrier ou quelle ouvrière de quelle usine, ou juste un pauvre emballage de café. Et là, l'auteur, il est vraiment, moi je trouve très fort, il nous plonge dans le quotidien des Allemands de l'Est d'il y a plusieurs décennies. Et c'est vraiment très émouvant par moments. On se croirait un peu dans Goodbye Lénine, si vous voulez. Mais version histoire. Mais pour finir sur ce livre, je vais prendre un exemple qui me semble très parlant et très amusant sur la façon dont on se débarrasse d'une mémoire gênante. Parce qu'en fait, toute la question autour de ce livre, c'est la question de la mémoire. Est-ce qu'on veut se souvenir ou pas se souvenir ? Et si on veut se souvenir, pourquoi ? Si on veut pas se souvenir, pourquoi ? Et donc là, cet exemple, ça montre bien comment on se débarrasse d'une mémoire qui nous dérange, que ça soit d'un côté comme de l'autre. Donc écoutez bien. Donc en bref, c'est l'histoire de l'État communiste allemand qui a fait construire le palais de la République de Berlin, donc ça c'est dans les années 70, sur les ruines du château des Hohenzollern. Donc ce château était détruit par la RDA en 1950. Donc vous voyez, un château détruit, on fait un palais de la République dessus, voilà, le peuple, machin, truc. Ce palais, on a décidé que c'était pas vraiment l'histoire qu'on avait envie d'avoir de l'Allemagne aujourd'hui, l'Allemagne réunifiée. Donc il a été détruit en 2006. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à la place ? Ils ont fait une réplique du château. Et ça, je trouve que c'est formidable, quoi, parce que tu vois, t'as le double mouvement des communistes qui veulent faire disparaître le château, puis après on fait disparaître les communistes pour remettre le château. Non, finalement, le château, c'est mieux. Et bon, du coup, l'adage se vérifie encore une fois, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, quoi. Et ça, je trouve que cet exemple est très, très parlant à ce niveau. Donc, alors je ne connaissais pas du tout ce livre, je n'en avais pas du tout entendu parler. Tu m'as donné envie de le lire, merci à toi. Ouais. Donc, ça se rajoute aux 178 livres que j'ai à lire. Mais je vais y arriver. Ça va être difficile, mais je vais y arriver. Super découverte, ça m'arrive pas souvent. Mais là... Et puis, il y a aussi un autre truc, allez, on va conclure là-dessus de façon un peu provocative, mais je me souviens d'un sondage qui finissait par dire que tous les ex-habitants de RDA, quand on leur disait, est-ce que vous pensez que c'était vraiment mieux sur la RDA, ils étaient, 70 ou 80% à dire oui. Voilà. Ça, t'as un passage dans le livre où, je sais pas, il s'assoit dans le métro et tout ça, et puis il parle avec un type qui a vécu la RDA, et puis le type lui dit, effectivement...
la Stasi, c'était pas terrible, tout ça, mais bon, au moins, je veux dire, on avait du boulot, on n'avait pas peur du lendemain. Du logement. Et il y avait du lien social, et aujourd'hui ça n'existe plus. Moi, ce qui m'avait fait phaser, c'était l'article, mais d'ailleurs je me demande si c'était pas Offenstadt aussi, si. l'article dans le Diplo qui parlait des droits des femmes en RDA et tout là. Ah peut-être, oui. C'est peut-être qui montrait que l'emploi des femmes après la réunification en Allemagne de l'Est s'était cassé la gueule, et que tous les dispositifs du genre les crèches, les choses comme ça avaient régressé drastiquement, et que globalement t'avais une partie importante de la population dans l'ex-RDA qui trouvait qu'il y avait eu des régressions sur les droits des femmes avec la réunification, notamment sur les questions d'indépendance économique et tout ça, quoi. Oui, et puis ce qu'il dit aussi dans le bouquin, d'après les témoignages qu'il recueille, c'est qu'avant, t'avais une relative possibilité d'ascension sociale, même modeste, tu vois, tu progressais dans l'usine, etc. Bon, ce que les gens avec les mini-jobs à la con, là, qui sont payés 2 ou 3, 4 euros, là, c'est plus trop ça aujourd'hui. Tu sens vraiment les gens qui ont vécu un RDA, une espèce de déprime. C'est un aspect qu'on retrouve dans un autre livre, je me permets de faire un petit écart, c'est le livre de Svetlana Alexievitch, je sais pas si vous avez entendu parler, oui, La fin de l'homme rouge. Qui a eu le prix Nobel de littérature il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas lu celui-là. Mais il faut le lire, c'est très très bien. Bon, ça fait 179 livres. Voilà, donc ça a eu le prix Nobel de littérature il y a, je sais plus, 2 ou 3 ans. Je pense que les gens se sont juste arrêtés au titre, La fin de l'homme rouge, parce que dedans, en fait, effectivement, tu as la désillusion des gens vis-à-vis du communisme, mais tu as aussi la désillusion des gens vis-à-vis du capitalisme. Ils disent, en fait, on y a cru. On a cru au communisme, c'était pas top. Après, on a cru au capitalisme, c'était pas top. Donc maintenant, on croit plus en rien, en fait. Et il y a un peu cet aspect-là aussi dans ce bouquin. C'est que les gens, on les a un petit peu baratinés, en fait. Et maintenant, ils croient plus en rien. Et puis on voit que les scores d'extrême droite, ça... surtout en Allemagne de l'Est, d'ailleurs. C'est là que ça prend... Oui, c'est forcément parce que généralement quand on trahit... Quand le peuple a le sentiment d'être trahi et de se faire empapaouter, et quand il n'y a pas de réponse progressiste, il va avoir les cousins malsains de la bourgeoisie. Ouais. Comme toujours. C'est le prochain épisode, ça. Ça, c'est le prochain épisode. Alors, d'ailleurs, ce qui me permet d'embrayer, puisque ce sera une émission très courte aujourd'hui, ce qui me permet d'embrayer sur le fait qu'on a, mine de rien, ces dernières émissions, on a tourné autour du pot, on a tourné autour du sujet, on l'a attaqué par différents angles et tout ça, mais je fais le teaser de la prochaine émission qui s'appellera de façon délibérément provocatrice « Pourquoi la gauche ne comprend rien au fascisme ?» Ce n'est pas une question. Ça va être une explication. Ça va être une explication. Pourquoi la gauche ne comprend rien au fascisme et des pistes d'explication pour enfin prendre ce sacré problème à bras-le-corps, histoire que les dystopies ne deviennent pas le futur immédiat. Eh bien, merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Donc moi j'ai découvert des trucs, c'était très intéressant. Moi ça m'a intéressé, donc c'est l'essentiel. Ok. Bon, parce qu'à un moment donné, on peut pas déconner non plus. Je vous dis à dans 15 jours pour la prochaine. Et n'oubliez pas la devise de l'émission que j'ai un peu oubliée ces derniers temps, mais je vous la remets. Nous avons raison et pas vous. Au revoir.